bienvenue à cette table ronde. Et je serai moi-même la modératrice, si je puis dire. Nous allons parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est-à-dire le bien vivre. En effet, on parle de croissance, on parle de finances, on parle de mobilité, mais la question est de savoir ce qui se passerait si l'Europe, pas la plus chère, la plus forte, etc., mais si l'Europe, disais-je, devenait le continent de la satisfaction, le continent de la Dolce Vita, plutôt que de devenir grand avec la croissance, etc. Qu'est-ce que ça signifie? Où faut-il investir? Que faut-il faire différemment? Et à quoi ça ressemble, ce bien-être, ce bien-vivre? Voilà les questions que je vais poser cet après-midi à tous nos orateurs. Je suis la seule femme, une fois de plus. Je vais donc représenter mes sœurs, si je puis dire. Je vais présenter tout d'abord les orateurs. À gauche, c'est-à-dire à votre droite, nous avons Sylvain Bonnet, qui est président et fondateur de NL International. Il a également écrit un livre qui s'appelle « Vivre mince, mieux, plus longtemps ». Sylvain Bonnet est notre expert dans le domaine du bien-vivre et de la santé. Ensuite, Børge Didriksen du Danemark, qui est vice-président de Novo Nordisk. Il est responsable de la recherche et du développement, R&D, et est également le président de la Fédération européenne de la biotechnologie, si je ne me trompe pas. Ah non, ancien président de la Fédération européenne de la biotechnologie. Et à ma droite, votre gauche, Sébastien Finkbeiner, gérant de l'hôtel Traube Tornbach dans la Forêt Noire, en Allemagne. Un hôtel qui est un 5 étoiles et son slogan c'est le luxe, la nature et la vie belle. Puis, complètement à ma droite, complètement à votre gauche, John Kay, économiste qui nous vient du Royaume-Uni. John Kay a publié un livre dont le titre est surprenant, qui s'appelle Obliquity. Pourquoi nos objectifs sont atteints plus facilement de façon indirecte? Eh bien, en fait, je vais commencer par vous, John Kay. The Good Life, le bien vivre, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Bien. Je crois qu'il n'est pas besoin de poser la question maintenant, parce que regardez où je suis, à Paris. Pourquoi poser cette question à Paris? Ou alors est-ce qu'il est possible de continuer à avoir ce bien vivre? Là, c'est peut-être la question. Eh bien, je crois que beaucoup sont venus à Paris justement pour ce bien vivre depuis bien longtemps. Je suis économiste, je m'occupe de statistiques, donc pour moi, ce qui m'intéresse, ce sont les chiffres, moudre du chiffre. Et justement, pour étudier ce phénomène, on pourrait dire qu'on pourrait regarder le revenu disponible des foyers en France. Et il y a environ 60% de reste aux États-Unis. Mais si l'on regarde la productivité, c'est le même niveau en France et aux États-Unis. Alors comment faire ce genre de comparaison? Bien sûr, on fait une comparaison, on se rend compte qu'en France, les gens travaillent 25% de moins qu'aux États-Unis. La différence, c'est qu'il y a 6 semaines de vacances et les repas sont plus longs. Oui, c'est vrai, les repas sont très longs ici. Si vous regardez maintenant la population, les gens entre 25 et 54 ans, eh bien, il y a beaucoup de personnes en France qui travaillent plus en France d'ailleurs qu'aux États-Unis. Et pas obligatoirement à chaque fois, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes dans cette catégorie entre 25 et 54 ans qui sont en prison. Mais si vous regardez maintenant ceux en dessous de 25 ans ou ceux au-dessus de 55 ans, vous verrez que dans ces groupes-là, le pourcentage de personnes au travail en France est beaucoup plus bas. Voilà, ce sont des raisons, sans doute, pour lesquelles il y a tant de différences. Et c'est ce que l'on entend par ce mot de productivité. Et
Et dans la vente au détail, on peut donner d'autres exemples. Je me souviens d'une photo d'un marché dans les rues pour la France, et puis une autre photo d'un obèse qui, par contre, poussait son caddie en sortant de chez Walmart. Voilà des différences de compréhension de productivité. Il n'y a pas besoin d'écrire de sous-titres là, dans ce cas-là, pour comprendre ce genre de différence. Pour moi, le bien vivre, c'est le pluralisme. Parce que je trouve que ça ne sert à rien de dire qui est le mieux, la France ou les États-Unis. Les deux pays se portent bien si l'on regarde leur système de valeurs intrinsèques. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut étudier la question. Pour moi, la vertu principale en Europe, c'est le pluralisme. C'est, je crois, ce qui nous a permis de créer cette prospérité typiquement européenne. Si on pose la question, qu'est-ce que c'est que cette grande divergence? Pourquoi il y a eu croissance économique en Europe occidentale au XVIIIe siècle et pas en Chine du Sud? Eh bien, je crois que ce pluralisme intellectuel et d'administration est une grosse partie de la réponse. Je crois en ce pluralisme de façon générale. En Europe, on parle beaucoup de ces sujets. On se dit qu'il est peut-être étrange de voir qu'en Europe, on a tout type de cuisine et de mets. Non, ce n'est pas ridicule, ce n'est pas stupide, parce que justement la force de l'Europe est basée sur ses traditions culinaires et nous importons tout genre de choses qui nous permettent de nous améliorer. C'est ça la diversité. Nous nous améliorons grâce à la promotion de cette diversité. Et c'est ça, pour moi, le bien vivre. Merci, John. Bien, vous nous parliez culinaire ou de cuisine. Eh bien, je me retourne vers, justement, Sylvain. Qu'en est-il de la satisfaction européenne et le bien-vivre européen? Pensez-vous que c'est une bonne valeur pour l'Europe sur laquelle construire? Pensez-vous que l'Europe devrait se dire le continent du bien-vivre? Donc, bonjour. Lorsque j'ai rencontré Guillaume Clossat, lors d'un déjeuner, il m'a dit comment tu vois l'Europe? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut apporter à l'Europe? Et en fait, pour moi, il y a vraiment une question fondamentale et une évidence qui naît, dans le sens où moi je me développe sur l'ensemble du territoire européen. Et à travers mes différentes rencontres, je m'aperçois qu'il y a différentes cultures, différents passeports, différentes langues, différentes façons de voir les choses. Et c'est vrai que la communication et le sentiment d'être européen n'est pas forcément évident. Alors que lorsqu'on discute vraiment, parce que moi je suis en contact directement avec on va dire des citoyens européens, eh bien je m'aperçois qu'il y a au moins un terme et une envie qui permettrait de fédérer l'ensemble des Européens, c'est le fait que chaque Européen a envie de se sentir bien. Et il y a la recherche du bien-être. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît être une grande évidence. Et pour cela, il y a déjà énormément d'atouts en Europe qui permettent d'aller dans ce sens. Le premier, bien évidemment, c'est lorsqu'on regarde où les Européens se déplacent lorsque, on parlait de congés tout à l'heure, lorsque les gens se déplacent pour partir en vacances, eh bien on s'aperçoit qu'ils restent en Europe. L'Europe est le continent européen est la première destination touristique mondiale. Et ça représente 10% du PIB aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on se sent bien en Europe. Donc il y a déjà une base qui existe. Ensuite, il y a bien évidemment le service de santé et social qui est à la pointe. Le troisième point, c'est qu'on a, bien évidemment, on l'évoquait aussi, la meilleure gastronomie. On a également une excellence en quatrième point, une excellence dans le domaine de la beauté, entre la cosmétique, la parfumerie, la mode. Donc je pense que le bien-être englobe énormément de choses. Et puis bien sûr, le dernier que je voulais citer, il y en a beaucoup d'autres, mais qui est également le continent européen est un haut lieu de l'art, de la culture et du patrimoine. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui tous les ingrédients nécessaires pour se sentir bien en Europe. Et il y a bien évidemment aussi le fait que ces atouts sont fortement ancrés chez les citoyens européens. Ils sont fiers
d'appartenir à une culture, à une gastronomie et à un environnement qu'ils respectent également. Donc il y a tous les ingrédients. Sauf que, eh bien, il y a une chose, je trouve que les Européens sont souvent effectivement relativement tristes. Et le fait d'être bien est une chose qu'il va falloir leur donner comme possibilité, parce qu'il faut qu'ils comprennent, et ça commence à venir maintenant, c'est que tout le monde commence à prendre conscience qu'on est à la fois acteur de sa santé, on est acteur et responsable de sa santé, et qu'il y a une vraie démarche aujourd'hui de chercher des solutions de bien-être. Alors pour le bien-être, pour moi, il faut, on va dire, 3 biens, en quelque sorte. C'est déjà être le bien-être déjà personnel, se sentir bien moralement. Et pour cela, je pense qu'il y a une action qui est importante, c'est le fait, dans le terme bien-être, on a être bien, c'est le fait, c'est un point commun, c'est le fait d'être et non pas d'avoir. Donc sortir un petit peu de cette société de consommation, de se concentrer non pas sur le fait d'avoir quelque chose, mais d'être quelqu'un. Et donc c'est déjà le bien-être qui est fondamental. Ensuite, il y a le bien bouger, parce qu'on l'oublie un peu trop souvent. C'est le fait de pouvoir avoir une activité physique régulière. Et puis bien sûr, le troisième bien aussi, c'est le bien manger. C'est-à-dire le fait de pouvoir retrouver une alimentation équilibrée, qui est notre spécificité au niveau de notre entreprise, le fait de pouvoir changer le comportement alimentaire de nos clients, et également le fait de pouvoir leur apporter des solutions d'alimentation équilibrée, qui est un enjeu de santé durable, tel que je le mentionnais dans le livre, où lorsqu'on additionne le fait de pouvoir être bien dans sa tête, être bien, de bouger un peu et d'avoir une alimentation équilibrée, c'est une vraie logique, une vraie opportunité de santé durable. Et je pense aujourd'hui que c'est un devoir, quand on est citoyen européen, d'aller vers le fait de vivre mieux sa vie. On n'a jamais... depuis l'histoire du monde, eh bien, on n'a jamais été dans une situation aussi sécurisée. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'il est fondamental aujourd'hui qu'on insuffle une véritable dynamique qui va vers le bien-être. Parce que il est de notre devoir justement de profiter de cette situation, et il ne faut surtout pas la passer à côté, que justement on est sécurisé dans notre vie, de chercher l'excellence, sans oublier que, bien évidemment, autour du bien-être va se véhiculer, bien sûr, une meilleure santé, mais également toute une économie qui va pouvoir se développer, que ce soit à travers des produits, des services, bien sûr, toutes les innovations technologiques de la médecine qui sont en train de naître et qui vont venir en avant et qu'on va découvrir dans les prochaines années. Tout cela va permettre de construire vraiment une Europe du bien-être. Et pour revenir pour revenir à l'entretien que j'ai eu avec Guillaume Clossat, c'était de dire, eh bien, moi je rêve que le continent européen soit le nouveau continent du bien-être. Et pour cela, nous avons justement les atouts pour le faire. Thank you, Sylvain. Merci beaucoup, Sylvain. Bon, Sébastien, j'imagine que Sylvain a sûrement touché des aspects chez vous qui résonnent, je crois. Vous êtes en Allemagne et vous êtes gestionnaire d'hôtel aussi? Tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ce que mon collègue a dit. En effet, on peut avoir l'impression qu'en étant à l'hôtel, en profitant d'un bon dîner, en étant en vacances, tout va bien, et que ceci va peut-être à l'encontre d'une pratique sportive. Mais bon, non. En fait, les gens paient de plus en plus pour des produits à l'heure actuelle qui sont bons pour leur corps, qui ont été produits de façon durable. Et je suis donc complètement d'accord avec les propos de mon collègue Sébastien. C'est très important. Bon.
L'Allemagne est vue comme une nation de poètes et de philosophes, vous savez. Notre économie est une économie, dit-on, de haute technologie, des champions de la production automobile. Et puis aussi, on parle beaucoup de notre savoir-vivre en Allemagne, de bien-être, de bien vivre. En fait, dans le Baden-Württemberg, d'où je viens, où il y avait des sociétés comme Porsche et autres, il y a, disais-je, dans ma région, beaucoup d'emplois dans le tourisme, beaucoup plus que dans ces autres secteurs. Donc, le résultat de tout ceci est que les Allemands et les pays riches en général cherchent ce genre de bien-être. J'espère en tout cas que j'ai répondu à votre question. Êtes-vous d'accord avec la chose suivante, c'est-à-dire que le bien-vivre, la Dolce Vita, pourrait être une valeur clé pour l'avenir de l'Europe? Pensez-vous que nous avons tous les ingrédients? Tout à fait. Comme je l'ai déjà dit, je peux parler du côté savoir-vivre. En effet, une alimentation équilibrée, c'est essentiel. Je suis complètement d'accord. Moi-même, j'ai choisi un pays pour mes vacances. J'ai même choisi là où je souhaitais travailler, où la nourriture est bonne, où l'environnement me correspond. Donc, je crois qu'également les entreprises dépendent des infrastructures, c'est-à-dire de bons restaurants autour, de bons chefs et de bons cuisiniers. Grâce à tout cela, l'Europe pourra garder ses entreprises et sa main-d'œuvre, même si la main-d'œuvre est plus chère que peut-être ailleurs. Très bien. Vous nous dites que, donc, en s'améliorant en Europe, on peut même attirer peut-être de nouvelles entreprises, si je ne m'abuse. Oui. Bon, très bien. À ma gauche, nous avons quelqu'un qui ne représente pas la bonne alimentation, l'alimentation équilibrée, mais les biotechnologies. Et Berger, vous avez écouté vos collègues, et quel est votre point de vue? Pensez-vous qu'il serait bon de dire que l'Europe est le continent du bien-vivre du point de vue biotechnologie? Eh bien, comme vous venez de le dire, moi, mon point de vue est un peu différent par rapport aux autres orateurs. Tout d'abord, je vous remercie pour vos mots d'introduction. En effet, le continent de la satisfaction, du bien-vivre, de la Dolce Vita. Est-ce que c'est ce que nous voulons que les gens voient en nous? Parce que ça peut nous amener à l'autosatisfaction, à la complaisance. Et dans ce cas-là, c'est le début de la fin. En effet, alors que si l'on regarde l'expression Dolce Vita, c'est superbe. Moi, j'ai un appartement en Italie et j'ai toujours la possibilité de faire cela. Et bien sûr, lorsque je suis à Paris aussi. Mais vous savez ce qui s'est passé à Rome et avec les Romains. Bon, j'ai quelques idées que je souhaiterais partager concernant l'Europe en tant que continent. Je me suis préparé avant cette réunion aujourd'hui et que dire du bien-vivre et qu'en faire? C'est ça que je veux partager avec vous cet après-midi. Tout d'abord, beaucoup voient l'Europe comme un continent qui devient de plus en plus vieux, qui ne sait pas prendre des décisions et qui s'effondre. En fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus de personnes hors l'Europe qu'en Europe, 10 fois plus en dehors de nos frontières. Les gens voient l'Europe comme un continent où les Asiatiques riches viennent pour voir les anciens bâtiments et l'art moderne, par exemple. Mais l'Europe, c'est beaucoup plus que cela. L'Europe, c'est aussi le continent de la démocratie et de l'humanisme. Une société humaine avec la justice pour tous qui respecte les droits de l'homme et la liberté d'expression et qui protège la diversité. La liberté, l'égalité, la fraternité. L'Europe est le continent où la solidarité et la durabilité sont les piliers pour créer une société en harmonie avec les gens et leur environnement. Mais nous, les Européens, sommes-nous conscients des vertus de la société européenne? Savons-nous que l'Europe est un bel endroit pour vivre, pour travailler, pour être même malade et pour vieillir et
un bel endroit pour naître. Est-ce que nos enfants savent la chance qu'ils ont d'être nés sur le sol européen? L'Europe devrait être enviée par les autres continents, un modèle à suivre, justement pour aider le monde pour qu'il devienne un meilleur endroit où les gens voudront naître. Il y a beaucoup de systèmes sociaux partout dans le monde, mais beaucoup envient les nôtres ici. C'est pour ça que beaucoup de personnes veulent venir s'installer en Europe. Ils risquent même leur vie. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup d'Européens qui ne sont pas convaincus par les qualités qui existent sur ce vieux continent. En fait, il y en a même certains qui ne se considèrent pas comme Européens. Et le système de bien-être en Europe est sûrement l'une des plus grandes raisons pour lesquelles les 5 grands pays sont en Europe sur le bien-être. Il y a notamment le Danemark, la Suède, la France et d'autres. Il y a d'autres pays qui suivent et en fait, ils sont en train de frapper aux portes de l'Europe pour venir. Les conditions pour le bien-être, que ce soit émotionnel et conceptuel, peut bien sûr être un sujet de discussion. Ça a toujours été le cas depuis Aristote. Ceci a évidemment évolué avec le temps, avec le matérialisme et le consumérisme qui ont joué un rôle très important depuis le début de l'industrialisation au début du XVIIIe siècle et depuis le début de l'ère du confort qui est connue par la plupart des Européens. Pendant la Belle Époque, avec l'invention par exemple de l'automobile et du téléphone et d'autres inventions. Cependant, il y a une chose qui est certaine, c'est-à-dire la bonne santé vous rend la vie plus agréable. Certains disent que la bonne santé, c'est une condition obligatoire pour avoir une vie agréable. Les Européens et les politiques européens de plus en plus se rendent compte que la croissance continue et la consommation à tout crin n'est pas durable. Cela ne peut pas durer, on ne peut pas utiliser ceci comme maître étalon pour le bien-vivre. Le bien-vivre et la bonne santé sont et seront de plus en plus importants à l'avenir pour une bonne vie en Europe, plutôt que de se concentrer sur le consumérisme. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a peut-être une crise de la santé aussi en Europe. Si l'on regarde le nombre de personnes qui souffrent de maladies chroniques, il y en a de plus en plus, hélas. Ceci est dû au fait que la population vieillit, mais aussi il y a d'autres raisons. Aujourd'hui, plus de 35% des hommes au-dessus de 60 ans ont au moins 2 maladies, des maladies cardiovasculaires, un cancer, du diabète ou des maladies respiratoires. Ces maladies ont des facteurs communs, par exemple pas assez de fruits, trop d'alcool, trop de tabac, etc., pas assez d'exercice physique. De plus, il est besoin de se concentrer de plus en plus sur les mesures de prévention. L'âge est également un autre facteur de risque. On voit bien que la population européenne vieillit, c'est tout à fait normal. Cependant, il faut vieillir bien. C'est le programme Horizon 2020 pour fixer de nouvelles normes pour une vie agréable et de plus de 35 millions Européens, c'est-à-dire 8% de la population, souffrent de diabète. Et encore plus, 42 millions souffrent de pré-diabète, c'est-à-dire ils vont sans doute développer du diabète. Un Européen sur 3 né en Europe aujourd'hui risque de souffrir de diabète au cours de sa vie. Et le diabète tue de façon sournoise, car souvent on ne le diagnostique pas à temps et ses conséquences sont très sérieuses. Et il est souvent trop tard lorsqu'on découvre ce diabète. Le diabète se développe très rapidement, 25% de développement dans les 25 années à venir. Et ceux qui en souffrent sont ceux qui ont déjà bien sûr le diabète, mais leur famille et le système de santé. Le diabète coûte jusqu'à 100 milliards d'euros, sans compter bien sûr les coûts liés à des manques de productivité. Il faut mieux prendre soin du diabète, ce sera bon pour tous les pays
en Europe. Et ceci améliorera la vie en bonne santé de millions d'Européens. Nous devrions changer aujourd'hui pour demain. Le Forum du leadership contre le diabète a fait des recommandations concernant le diabète. Tout ceci doit être bien contrôlé. Il nous faut des mesures de prévention efficaces. Il nous faut un système de détection en amont pour mieux gérer cette maladie. Un effort pan-européen est nécessaire avec des parties prenantes qui viendront hors des systèmes de santé pour mieux coordonner tout ceci en se concentrant sur les patients pour éviter cette crise de santé majeure en Europe. Et ceci nous permettra d'avoir une vie meilleure pour les générations à venir. Voilà notre obligation morale en Europe. Voilà ce que je pense qu'il faut faire ensemble. Merci de votre attention. Très bien. Donc, on a eu des remarques intéressantes de John, qui disait que la diversité ou le pluralisme doit être mis en avant comme un atout qui constitue le bien-être européen. Vous vous dites qu'il faut investir dans les métiers de l'accueil, de l'hospitalité, du tourisme et du commerce plus largement. Et vous deux, vous avez parlé aussi de la santé. La santé comme clé du bien-être. Et Sylvain, vous avez dit qu'il faut aller au-delà du consumérisme et regarder le être dans le bien-être. Ce que j'aimerais faire avec le temps qui nous reste, c'est essayer d'identifier les ingrédients, les actions, les solutions, les choses que l'Europe pourrait faire afin de devenir le continent de la jouissance, du bien-être. Vous avez dit qu'il faudrait notamment prendre soin de la population vieillissante, de la santé de nos populations, mais j'aimerais aussi avoir votre avis. Que pensez-vous qu'il faut à l'Europe afin que nous devenions vraiment le continent du bien-être, de la satisfaction? J'ai posé cette question à ma mère d'ailleurs. Ma mère travaille dans la formation adulte depuis toujours et elle était très convaincue de l'intérêt de l'apprentissage au long de la vie. Et elle m'a dit que le bien-être en Europe dépend de l'éducation. Et l'éducation ne s'arrête pas aux portes de l'université. Et ma mère elle-même est un exemple. Elle a repris ses études à 65 ans. Elle est devenue jardinier. C'était son rêve. Bravo, maman. L'éducation, la santé. Est-ce que dans la salle, vous avez d'autres idées sur ce qu'il faudrait à l'Europe afin de devenir le continent du bien-être, du bien-vivre? Avez-vous des idées? Quelqu'un veut... Je cherche une de mes collègues des 40. Under 40. Je ne pense pas que la diversité soit le seul atout. Il ne faut pas dire aux gens quel est le bien-être, quel est le bon vivre. Moi, je me souviens, j'étais avec un étudiant en économie en Serbie. Moi, j'avais un peu pitié de lui et je pensais qu'il n'avait pas trop d'avenir. Mais il m'a dit, oui, j'ai pas beaucoup d'argent, mais je sais faire la fête. Et il y a beaucoup d'Européens qui ne pourraient pas en dire autant. Et en fait, je pense que là-bas, ils avaient de l'argent. Donc, il faut respecter la diversité, mais aussi il faut respecter les points de vue différents sur ce qui constitue le bien-être, le bien-vivre. Voilà quelqu'un d'autre. Mike? Je voudrais remercier le collègue danois pour sa présentation qui était extrêmement intéressante. Moi, je pense qu'il faudrait bien vivre, mais il n'y a pas de contradiction avec le bien travailler. Je pense que l'Europe doit être un continent où on vit bien, on est en bonne santé, on prend soin de soi, on a des bons systèmes de soins. Mais il n'y a pas de contradiction avec des bonnes conditions de travail et avec des
emplois qui sont satisfaisants pour les personnes. Cela peut aussi donner lieu au bien-être, au bonheur. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage. Moi-même, j'ai déjà été au chômage et je sais qu'on n'est pas heureux quand on est au chômage. Donc, je pense qu'avoir un bon emploi, c'est un élément du bien-vivre. Et j'ajouterais que je pense qu'il ne s'agit pas seulement d'être. Il faut avoir une raison d'être. Et je pense que nous, Européens, nous devons être plus clairs sur ce qui est la raison d'être. Quelle raison d'être, imaginez-vous? Moi, pour moi, je pense que l'Europe doit être un modèle pour le monde, un modèle du bien-vivre. J'ai un point de vue historique, sans doute, mais je pense que nous devons avoir une influence heureuse sur le monde, bienveillante. Oui, vous pouvez applaudir. Est-ce que d'autres personnes peuvent nous dire ce que représente pour eux le bien-vivre ou la belle vie? Je ne sais pas si la régie peut intervenir, mais il n'y a pas de Wi-Fi sur les tablettes, donc je suis obligée de regarder l'écran pour voir les tweets et les SMS. Quelqu'un a marqué la belle vie. C'est un problème de riches, en fait, de savoir ce qui est la belle vie. Sébastien, que pensez-vous? Parler de la belle vie, c'est un problème qui concerne que les riches, en fait. Ça ne devrait pas l'être. Comme le participant a dit, il y a différents niveaux, en fait, de bien-être, de bien-vivre. Dans les pays les plus pauvres, sans doute, à l'intérieur ou à l'extérieur d'Europe, d'ailleurs. Il y a des choses de base, comme la sécurité, la survie de la famille. Et après, on va jusqu'à la réalisation de soi, qui peut être en haut de la pyramide. Cela vous permet de percevoir votre vie comme une belle vie. Mais cela ne concerne pas uniquement les personnes riches, mais différentes personnes ont des besoins différents. Il n'aurait pas fallu commencer par la Dolce Vita, car pour quelqu'un du Royaume-Uni, la Dolce Vita nous fait penser à les Italiens débridés qui, s'ils sont pauvres, vont dans le métro, vont pincer les fesses aux belles dames, et s'ils sont riches, amènent les jeunes filles à la fête Bonga Bonga de Silvio Berlusconi. Berlusconi, ce n'est pas l'image de la belle vie, pas pour moi en tout cas. Et c'est ça des malentendus qui font penser que la belle vie, c'est pour les riches. Je pense que la personne qui a pris la parole tout à l'heure avait totalement raison quand il a dit qu'il s'agit de se réaliser, d'aller au bout de ses capacités. Il faut penser à ça. C'est le fait que l'esprit humain arrive à s'épanouir. Il ne s'agit pas de la consommation. Si nous parlons de ces problèmes, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui en Europe, la croissance économique ne concerne pas uniquement le fait d'avoir plus d'objets, mais d'avoir des objets meilleurs, si on veut dire. C'est pour ça que j'ai parlé du Walmart aux États-Unis et les marchés de rue. À Walmart, quand on parle des produits frais, on veut dire un produit qui n'est pas complètement pourri. Ce n'est pas la même chose en France. Quand on parle d'un produit frais, c'est véritablement frais, de bonne qualité. John, à votre avis, de quoi avons-nous besoin en Europe pour y arriver à des choses meilleures, par exemple? Pas plus de choses, mais des choses meilleures. Qu'est-ce qu'il faudrait changer pour arriver à cet objectif? Et il y a plusieurs personnes qui l'ont dit déjà. Il ne s'agit pas simplement vraiment de changer, il s'agit peut-être d'avoir plus de confiance, de se faire confiance par rapport à nos valeurs de base.
Nous avons pensé peut-être à certains moments que les valeurs d'un nombre très restreint de personnes très avares étaient un modèle pour tout le monde, alors que ce n'est pas le cas. Vous avez parlé de la qualité versus la quantité. Si on parle de l'innovation, on peut dire que cela joue aussi un rôle important dans notre débat. Je vous regarde avec votre casquette biotechnologie. L'innovation, bien sûr, est un processus qui fait plaisir à l'esprit humain, comme l'art, la culture, les sciences, l'éducation. Tout cela nous permet d'élargir notre cerveau. Peu importe le point de départ de chaque individu. Donc, c'est une contribution au bien-être de tous ceux qui participent ou qui ont la possibilité de participer à ces activités. Mais je pense que ce que vous voulez dire, c'était est-ce que l'innovation peut participer à la création d'une meilleure vie pour nous tous? Évidemment, cela dépend des besoins de chacun. Si vous n'avez pas accès à l'eau propre, l'innovation qui vous permet d'avoir accès à l'eau, cela va améliorer votre vie. Il y a des milliers d'exemples comme cela. Vous pouvez accroître votre bien-être par l'innovation technologique, bien sûr. Mais la situation actuelle est que la plupart des gens souhaiteraient que sa famille ait une belle vie, bénéficie du bien-être. Et la différence entre les riches et les pauvres, c'est que les riches peuvent aller assister à des conférences pour en parler, alors que les pauvres cherchent à trouver la valeur dans leur vie sans associer ces valeurs à la consommation. Donc, ce sont des valeurs liées à l'éducation, par exemple. Et je me demande à l'avenir, qui sera en meilleure position pour vraiment ressentir le bien-être? Ceux qui sont entourés de tout un tas de biens marchands qu'ils auraient achetés, ou ceux qui auraient très peu d'argent mais qui savent faire la fête, comme elle a dit la dame dans son exemple. Aller dans différents pays, la Chine par exemple, demander aux Chinois s'ils ne voudraient pas venir s'installer au Danemark ou ailleurs en Scandinavie. Les Chinois, ils savent très bien qu'en Suisse, en Danemark, les choses marchent bien, mais ils ont le sentiment qu'ils ne seraient pas heureux. Ils veulent peut-être retourner là où la vie leur pose certains défis. Et là, je ne sais pas si l'innovation rentre en ligne de compte, mais il ne faut pas oublier que la vie doit nous poser des défis, car si on n'a jamais à faire face à des défis, on ne va pas vraiment bien vivre, bien s'épanouir dans la vie. Si vous attendez 2 minutes pour les questions dans la salle, j'ai une question ici d'abord. Est-ce que le bien-être doit être un objectif politique européen? Je me tourne vers vous, Sylvain. Est-ce que vous pensez que le bien-être devrait être un objectif politique? Ou est-ce que c'est une discussion qui concerne uniquement la vie personnelle de chacun? Bien évidemment que ça doit être un projet politique, qui doit même être un projet politique fort, parce qu'il permettra d'avoir une véritable identité européenne, parce que tout le monde va pouvoir s'identifier facilement derrière ce projet. Parce qu'il est important que la grande difficulté, je pense, de l'Europe, vue de mon côté en tout cas, je parle pour moi, c'est cette notion de pouvoir s'y retrouver tout simplement, en tant que citoyen. Et il n'y a pas de... Je pense il manque de clarté et puis surtout d'un véritable objectif, de véritable volonté qui permettrait d'apporter quelque chose. Et comme je le disais tout à l'heure, un citoyen européen va se retrouver facilement dans un projet ambitieux qui consisterait à avoir une meilleure vie. Et de ce fait, ça doit être un devoir de la part des hommes politiques, dans justement notre situation qui est plutôt confortable actuellement, ça doit être un devoir de pousser vers l'excellence,
à ce niveau-là pour pouvoir justement apporter quelque chose. Tout à l'heure, j'entendais dire qu'il est important pour se sentir bien et qu'il faut donner. Et je pense qu'il y a cette volonté dans la recherche de l'excellence du mieux-être, le fait de pouvoir donner quelque chose aux autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir partager entre nous en tant qu'Européens. Et je pense que ça va créer une véritable économie autour, parce que tout le monde va pouvoir s'identifier, ça va créer de nouveaux services, énormément de possibilités, que ce soit au niveau de la recherche, au niveau de nouvelles façons de s'alimenter, parce que l'enjeu, pour moi, fondamental et principal, c'est de changer notre mode alimentaire, qui n'est pas, pour répondre tout à l'heure à une question, est-ce que c'est lié est-ce que c'est lié ou ouvert qu'aux personnes qui ont des moyens? Bien au contraire, bien sûr que non, parce qu'il s'agit de mieux manger et de ne pas manger cher, mais de mieux manger, de manger équilibré. On sait aujourd'hui de plus en plus, toutes les études vont aller vers le sens que de manger 30% de calories en moins, ça va avoir comme incidence d'avoir 20% de vie en plus. Diminuer son apport calorique, eh bien, c'est aussi en laisser pour d'autres, et donc dans le fait de partager par rapport aux autres, et en plus avec un bénéfice immédiat, c'est se sentir mieux. Donc on est plus, il doit y avoir ce projet politique fort. J'espère qu'on se fera entendre en tant que citoyen, avec une volonté de pouvoir vraiment s'intéresser une fois pour toutes pour notre bien-être. Let's go to your question. Thank you very much. Sylvain. Yes, please. Kirsten, I think one of the great obstacles to a good life is other people who have a firm idea of what a good life is. Les obstacles au bien vivre sont souvent les autres qui ont une autre idée de ce qu'est le bien vivre. Je pense à ceux qui adhèrent à des religions fondamentalistes ou qui ont des points de vue politiques qui sont très sectaires. Il faudrait que les gens soient libres de concevoir, que chacun puisse concevoir quel est bien, que signifie pour lui bien vivre. Et je pense que le problème de gestion dans la politique européenne, c'est que nous avons laissé peut-être trop de place à ces extrêmes, à cette pensée extrême qui veut dicter aux autres ce qui est la meilleure façon de vivre. Je donne la parole à la dame en orange. Il y a des pays en Europe, plusieurs pays, où tous les troisième, quatrième personnes souffrent de bipolarité, de dépression, de toutes sortes de maladies, un peu plus d'esprit que de corps. C'est un peu le cas, et de plus en plus la France aussi. C'est peut-être pas tous les troisième personnes, mais il y en a beaucoup. Dans les entreprises, il y a énormément de burn-out et de stress qui emmènent le burn-out, des mauvais stress. Et donc, moi, je crois que je reviendrai aux fondamentaux, vraiment à la base. Un être humain qui n'est pas en équilibre, qui donne, mais qui ne reçoit pas, ce n'est pas l'équilibre. Donc, je crois que c'est l'équilibre qui est très, très important dans le donner et recevoir d'une part, d'autre part, dans le travail et d'être bien rémunéré, déjà trouver du travail, et puis déjà être correctement rémunéré. Deuxièmement, peut-être la plus grande souffrance de ce pays, de tous ces pays européens, c'est de ne plus être écouté, écouté tout simplement. Je dirais même personne n'écoute plus personne. Tout le monde essaye de vendre ce qu'il a à vendre. Et donc, il y a un saisie d'ego plutôt qu'une fertilisation croisée. Ce matin, il y avait un jeune homme qui demandait au public à table comment vous pourriez m'aider pour que je sois connu à l'international. Et que tout le monde l'a envoyé, le pauvre jeune homme, aller sur le tweet, aller sur l'Internet, aller ceci et là, au lieu d'aller le voir, ce jeune homme, et dire « mais moi, ça m'intéresse, qu'est-ce que vous faites ?» Et vous voyez, cette fertilisation croisée, ça existait il y a dizaines d'années, vingtaine d'années, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que tout le monde est avec soi-même, ce que j'appelle moi la saisie d'ego. Et ce problème, si ça continue comme ça, il y aura de plus en plus de bipolarité ou de dépression, moins en moins de bien dans sa peau, et que pour manger bien, c'est très important. Si on a la conscience
Mais si on est tout le temps dans l'idée on n'est plus intéressant pour personne, dans ce cas-là, il est très difficile d'aller vers un bien-être, de manger bien, la spiritualité, tout ça. Donc je crois que essentiellement, mon propos, c'est écoutons plus, apprenons à écouter, parce qu'on a oublié, observons plus, aidons plus, et n'essayons pas de se vendre soi-même, mais essayez de fertiliser l'autre, tirer vers le haut les autres. Et j'ai bien aimé la jeune fille roumaine qui peut-être n'est plus là. La manière comme elle parlait, elle avait l'esprit. Et cet esprit, nous sommes en train de perdre en Occident parce que cet égoïsme, cet égocentrisme, en fait, ne nous emmène pas le bien-être, mais au contraire, ça nous emmène plutôt un mal-être. Et on est vraiment dans une société de mal-être. Et que j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Terre. À l'heure actuelle, en tout cas dans les grandes villes européennes, les plupart à l'Est et au Sud, nous sommes plutôt dans les mal-être. Et que ce n'est pas parce qu'on fait la fête qu'on est dans un bien-être. C'est plutôt une fuite en avant ou en arrière, ça dépend. Merci. Thank you. I'm going to look at. There's another question. Je pense que nous avons une autre question ou un commentaire ici. L'homme à lunettes. Merci. Je vais me lever. Je veux simplement rajouter que, d'accord avec la précédente personne qui a parlé de communiquer et de diminuer le stress individuel. Ceci étant, je veux un peu insister sur un aspect des questions qui est celui de développer les connivences. Le bonheur, le bien-être, ça suppose un inventaire de situations, des contrats implicites entre, Rousseau avait dit, contrat social. Ça veut dire des connivences, des résiliences entre les individus qui sont d'accord. Alors le meilleur moyen, qui sont d'accord entre eux, qui s'entendent, et qui se tiennent la porte, par exemple, en la sortie du métro, lorsqu'on rejoint l'extérieur, dans la rue, ça suppose ça implique plutôt un vecteur absolument essentiel, c'est celui de développer les connaissances et les approches culturelles qui sont communes à nos populations européennes. Il faut recohésionner un peu l'ensemble commun que nous formons tous ensemble, et j'en profite, je termine par cela, il faut essayer, non pas comme les directions actuellement entreprises au niveau de l'éducation nationale, qui sont celles de vouloir réduire drastiquement les cours, les enseignements d'histoire, mais au contraire, diminuer peut-être la charge de travail sur les autres informations, donner les autres connaissances données aux jeunes élèves dans d'autres disciplines, mais augmenter, amplifier les connaissances historiques, et les connaissances historiques notamment sur l'histoire des collectivités du continent européen généralement. Plus de culture, plus d'histoire, intercollectivité européenne. Je pense que c'est ça la clé qui permettra d'atteindre une cohésion retrouvée entre populations européennes. Thank you very much. We have time for one last remark or question. On a encore le temps pour une question ou un commentaire. Okay, so it's me again. This time I'm Killian. Welcome back. Yeah. So my question goes out to John Kay. Je pose ma question à I was wondering, so would you rather John recommend Kay. to adopt the HDP, Happiness Domestic Growth, Happiness Domestic Products, instead of the GDP? Adopter le HDP à la place du PIB, c'est-à-dire la mesure de bien-être national?
Non. Dans mon livre, justement, je dénonce ces mesures qui, pour moi, sont complètement fictives. Il ne s'agit pas de mettre en place des mesures complètement arbitraires et ce type d'exercice, les mesures d'indice de bien-être d'une population, pour moi, c'est complètement fantasque. Il y a beaucoup de composants de l'épanouissement de l'être humain, de son bien-être, mais on ne peut pas les mesurer. Chacun va les pondérer de façon différente. Et il serait inapproprié d'attribuer un indicateur unique à tout le monde. Ces exercices de quantification sont pour moi des tentatives, des mauvaises tentatives pour simplifier une discussion qui devrait être au contraire quelque chose de profond. Pour clore cette session, je vais vous demander à tous les quatre de réfléchir à cette question. Donc, nous avons parlé des frontières, ce qui définit la belle vie, la santé, la liberté, le pluralisme, la nourriture, l'accès aux soins, l'emploi, la patience, l'écoute, l'empathie, le sens du partage ou de participer à un patrimoine ou une civilisation avec d'autres. Le sexe, bien sûr, nous sommes en France. Il fallait parler du sexe, bien sûr. Merci, oui. Yes. So, if we look at all of those ingredients of the good life, et si on dit que tout cela fait partie de la belle vie, pour chacun de vous, qu'est-ce que vous conseillerez aux décideurs politiques européens? Qu'est-ce que vous leur conseillerez? Qu'est-ce qu'il faudrait changer en Europe dans la politique européenne si on veut définir un point d'action? Yes, Berger. Je ne vais pas tout répéter sur les maladies chroniques, mais je voudrais souligner qu'il faudrait que l'Europe devrait se préoccuper plus du bien-être de la population plutôt que de la croissance économique. Il y a des différentes façons de mesurer ce bien-être, on peut en parler, mais depuis que le roi de Bhoutan a introduit ce concept de l'indicateur du bien-être des populations, cet indicateur, petit à petit, a été adopté par d'autres pays et d'autres sociétés. Et d'après ce que je sais, le Premier ministre de la Grande-Bretagne lui-même cherche à voir dans quel contexte il pourrait, en partant des quartiers, utiliser ces indicateurs pour guider les décisions politiques. L'avantage de cette mesure, c'est qu'on peut engager le public, engager les citoyens dans des débats, des discussions sur ce que l'on pourrait faire pour améliorer l'expérience de la vie. Et là, je pense que l'Union européenne pourrait prendre des initiatives qui viendraient vraiment de la base pour soutenir les pays, les communautés, les quartiers qui auraient des idées qui leur permettraient de diriger le développement de la société par les indicateurs du bien-être. Je pense qu'il est important pour les politiques de donner du sens à ce qu'ils font. Et pour moi, le meilleur sens qu'on puisse donner, c'est de revaloriser l'individu et lui donner la possibilité de pouvoir vivre sa vie dans les meilleures conditions possibles. Je dirais, ça rejoint un peu l'inscription qu'il y a eu ce matin par rapport à une remarque d'une phrase du Premier ministre japonais qui disait que ce n'est pas le PIB qui est le plus important, mais c'est que les gouvernements ne doivent pas s'intéresser au PIB, mais au bien-être de leurs citoyens. Et je pense que c'est vraiment à travers cette logique-là qu'il va falloir le plus s'orienter. Il est vrai qu'on est dans une situation on en est très loin à ce jour, mais c'est que dans les 10 prochaines années, ça peut être véritablement un axe de développement,
qui permet de fédérer, parce que tout le monde va s'inscrire dans cette logique. Ça permettra d'avoir au moins un sens directeur. Cette notion de mieux-être est de toute façon quelque chose que tout le monde recherche. Et on ne peut, pour répondre souvent à des remarques qu'il y a eu dans le public, moi j'ai envie de dire que le mieux-être, c'est avant de pouvoir le donner et de pouvoir partager cette idée, il faut déjà l'avoir pour soi. Parce qu'on ne peut pas donner quelque chose qu'on n'a pas. On ne peut pas partager quelque chose qu'on n'a pas. Et il faut déjà d'abord apprendre à l'avoir pour soi et se dire j'y ai droit. Je veux être bien. Et quand je me retrouve dans cette situation, parce que ça c'est notre responsabilité en tant qu'humain d'être dans cette logique, et bien de pouvoir le partager déjà avec ses proches et de pouvoir après le donner à d'autres. Et ce n'est que à travers à la fois une direction politique forte et surtout une prise de conscience individuelle qu'on arrivera à justement aboutir vers un meilleur continent et que surtout que l'Europe devienne le continent du mieux-être. Merci Sylvain. John. Je dirais, que peuvent faire les décideurs politiques? Je dirais qu'ils nous laissent tranquilles, qu'ils nous foutent la paix. Je pense que vraiment nous laisser tranquilles, peut-être il ne faudrait pas qu'ils lisent nos courriers électroniques. Peut-être qu'il ne faudrait pas qu'ils votent des réglementations sur le bruit que peuvent produire nos tondeuses à gazon. Mais il ne s'agit pas uniquement de nous laisser tranquilles. De manière plus proactive, les décideurs politiques doivent nous fournir le plus de choix, le plus d'options possibles. Donc cela est lié à l'éducation, c'est lié au pluralisme dans les médias, c'est lié à une meilleure alimentation et à une activité physique plus régulière sans mettre en place des réglementations qui nous obligent à manger telle ou telle chose ou à courir tant de kilomètres par semaine. Mais la croissance économique sur un continent riche comme l'Europe devrait nous fournir plus de choix, plus d'opportunités de réaliser nos aspirations. C'est cela que nous devons viser avec la politique européenne. Merci, John. Oui, vous pouvez applaudir. En Allemagne, John, vous savez, les hommes politiques ont déjà essayé de nous obliger à manger sans viande un jour de la semaine dans les universités et dans les entreprises, aux restaurants d'entreprise. Mais les Allemands n'ont pas apprécié. On a beaucoup parlé des différents aspects du bien-être, de la belle vie, de la perception de cette vie. Et en fait, on voit que chacun voit midi à sa porte. On a besoin de certaines choses, on désire d'autres choses, mais si nous avons la possibilité de choisir ce que nous aimerions avoir, ce que nous aimerions fixer comme objectif personnel, je pense que le rôle des décideurs politiques, c'est de rendre possible ces choix. Donc, c'est difficile de définir le bien-être, mais une fois que vous l'avez défini, c'est bizarre parce que les gens rigolent et on ne sait pas ce qu'il y a derrière. We'll see about that. So yes, freedom of choice. Donc, that is what politicians should offer, Sebastian. Les politiques doivent nous fournir la liberté de choisir, oui, de choisir, mais il faut distribuer aussi les possibilités d'avoir accès à ces choix une fois qu'on les a faits. Pour conclure, je vais partager avec vous une dernière pensée. L'Europe meilleure
commence avec nous-mêmes. Je m'appelle Kirsten Fontenhul. Vous pouvez aller sur mon site www.thechangeagent où vous pouvez me suivre sur Twitter. Je voudrais remercier tous les orateurs, Sylvain, Bürger, Sébastien et John, et je voudrais me remercier tous. Bonne conférence.